sur les circonstances ou les causes de décès. Donc, ce sont des collaborateurs. Collaborateurs, mais vous êtes d'accord avec moi que ces organismes-là, ce sont des organismes auxiliaires des pouvoirs publics guinéens, n'est-ce pas? Bon, la Croix-Rouge, est-ce que ce n'est pas une ONG? Je ne sais pas. Hein, c'est une ONG, c'est auxiliaire, oui. N'est-ce pas? Bon, je ne sais pas. Je sais que c'est une ONG. En tant que telle, donc, les grandes décisions ne peuvent pas être prises par de tels organismes sans avoir l'aval de l'État. Je ne crois pas que ça soit lié à l'État, à la Croix-Rouge. Je crois que c'est une ONG. C'est une organisation non gouvernementale. Mais des décisions, par exemple, pour enterrer des corps en masse dans une fosse commune, pourraient ne pas relever de ces organismes, n'est-ce pas? Mais oui, une décision de l'État. Ce n'est pas la Croix-Rouge qui prend la décision, mais c'est elle qui exécute. Cette question pour les 25 corps, là, ça émanait de qui? C'est les 25 corps, je vous ai dit, le ministre, comment il s'appelle, Koutoubou, M. Sano était présent, les officiers de l'armée étaient présents, les médecins militaires étaient présents. Donc il y avait vraiment la hiérarchie et militaire et civile, parce que l'État était représenté par le gouvernement, par les ministres. Donc si eux ils prennent des décisions, à mon avis, c'est la Croix-Rouge qui l'exécute. Autrement dit, vous ne pourrez pas dire au tribunal qui nommément a... Non, je ne pourrais pas le dire. Tout ce que je pourrais dire au niveau du tribunal, c'est que j'ai vu les corps embarqués dans des camions en direction du cimetière de Cameroun. Ça, je l'ai vu. Okay. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Ba. Le professeur. Maître. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, maître. Très bien. Je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Hein. On a parlé de l'égalité, de l'illégalité. Mais dites-moi, monsieur le professeur, au moment des faits, la Guinée n'avait pas un gouvernement? Si. Au sein de ce gouvernement, il n'y avait pas un ministre de la Justice militaire? Si. Il n'y avait pas un ministre de la Santé militaire? Si. Très bien. Ce que vous avez fait en tant que médecin, d'une part, et en tant que membre de cette commission d'enquête nationale, d'autre part, et de surcroît, en tant que médecin légiste, le seul à l'époque en Guinée, n'était-il pas de façon professionnelle? Oui, tout à fait, professionnel. Très bien. C'est que eux, ministre de la Justice, ministre de la Santé, tous militaires qui appartenaient à ce gouvernement, s'ils décidaient quelque chose, vous pouviez mettre au sol cette décision? Non. Pendant que même un procureur de la République, au moment de fait, a été arrêté, pouviez-vous attendre à une réquisition d'un procureur au mépris de cette décision gouvernementale? Non. Très bien. Mon professeur, dites-moi, vous savez que la Guinée c'est un pays de rumeurs, et beaucoup de rumeurs constituent le début d'une réalité. Avez-vous entendu parler de fausses communes? Oui, maître, j'ai entendu comme tout le monde à travers la presse, à travers les journaux, et puis même à travers ce procès, j'ai entendu parler. De fausses communes? Oui. Très bien. Mais vous, en votre qualité de président de la commission à laquelle vous apparteniez, jamais on vous a parlé d'une fausse commune, n'est-ce pas? Jamais. Très bien. Dites-moi, du début à la fin des événements du 28 septembre, avez-vous reçu personnellement des instructions du ministre de la Justice ou celui de la Santé d'alors par rapport à ces faits? Bon, comme je l'ai dit, maître, par rapport à la gestion des corps à l'hôpital Ignace Dine, oui, j'étais en contact avec le ministre de la Santé et la directrice de l'hôpital Ignace Dine pour les besoins de conservation et de soins apportés au corps. J'étais en contact. D'accord. Et celui de la Justice? Celui de la Justice, non. Mis à part au moment où on a décidé de faire des prélèvements ADN, comme je l'ai dit, au niveau de la commission d'enquête, c'est lui qui a géré la suite, la procédure pour faciliter l'envoi des pièces en France. Très bien. Les Guinéens se rappellent encore
après les faits, le président d'alors, le capitaine Moussa Dadis, avait tenu, disons, un débat avec les ministres. Et lors de ce débat, le ministre de la Justice à côté de lui soufflait à l'oreille que la plupart des victimes sont des victimes par bousculade. L'examen que vous avez fait, est-ce que vous avez relevé des personnes décédées suite à des bousculades? Non, maître. En fait, ce que je dis, il est très difficile pour moi, sur le plan médico-légal, à l'examen extérieur des corps, pour dire que ce malade, cette victime est décédée de bousculade. Il est pratiquement impossible de le déterminer sur le plan médico-légal. Tout ce qu'on peut faire, c'est sur la base des lésions qu'on retrouve sur le cadavre et donner les causes de décès et peut-être expliquer les mécanismes de la mort. Mais bousculade, je n'ai pas vu de lésions. Bousculade, ça peut être possible. Si par exemple vous bousculez quelqu'un et d'autres viennent marcher sur lui, mais vous n'allez pas retrouver... Il faut un témoignage pour dire qu'il a été bousculé ou pas, pour des personnes qui l'ont vu. Mais la bousculade n'est pas un élément médico-légal. Très bien. Professeur, nous comprenons que vous avez des connaissances poussées, très profondes, en termes balistiques. Dites-nous, une personne morte par balle perdue et une personne morte par balle tirée à bout portant, est-ce que les impacts de ces balles ont la même dimension, la même nature? Vous savez, la trajectoire de la balle qu'on peut retrouver sur le corps est fonction de la position du tireur. Lorsque vous tirez une personne perpendiculairement, vous aurez sous l'orifice d'entrée un orifice circulaire. Lorsque vous tirez tangentiellement, vous aurez un orifice triangulaire. Lorsque vous tirez à bout touchant, vous aurez un orifice étoilé. Donc c'est pour cette raison, je dis, c'est la reconstitution des faits, rapportée aux différentes lésions rencontrées sur le cadavre, les différents orifices et leur interprétation en fonction de la position du tireur. Mais nous, ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire si c'est une balle perdue ou pas. Parce qu'une balle peut être perdue et avoir une trajectoire perpendiculaire. Je suppose. Ça dépend de la position du tireur. Où il est, de quel côté. Une balle peut être perdue, peut avoir une position tout à fait verticale, descendre de haut. On a eu des cas ici, hein, pendant les mouvements, les manifestations, la personne est couchée dans sa chambre, la balle revient, comment on appelle ça, verticale, et puis avec des lésions qu'on retrouve également. Donc il est très difficile pour moi de répondre à cette question. Ce que je peux dire, vous donnez la position d'une personne, vous me dites de dire cette lésion retrouvée sur le corps comme orifice d'entrée, est-ce que cette lésion correspond à la position du tireur? Ça, je pourrais vous donner une réponse. Très bien. Et, monsieur le professeur, je voudrais savoir, les sages-femmes et les infirmières qui passent la nuit de garde, quand un groupe de militaires s'est introduit à la pharmacie, saccager la pharmacie, s'emparer des produits, est-ce que ceux qui ont passé la nuit de garde vous ont remonté l'information? Oui, en fait, ce que je dis, maître, c'est comme chez vous, chacun a son domaine. En médecine, je m'occupe de la médecine légale. Tout ce qui est violence, tout ce que vous le savez. Et je ne suis pas responsable de la pharmacie. Et donc, il m'est très difficile de répondre à ces questions. Parce qu'en réalité, même si c'est la pharmacie de Donka, moi je suis beaucoup plus à Ignasdine. Et ce sont les événements du 28 septembre qui m'amenaient plus régulièrement à Donka. Et même si je venais à Donka, je venais juste au niveau de la morgue, je passais toujours après, je prenais l'autoroute, après les rails et je rentrais à la morgue. Donc je ne passais pas dans la grande cour pour aller visiter la pharmacie. Donc il est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas allé à la pharmacie. D'accord, d'accord. Je vois qu'il y a beaucoup de questions relatives aux faits qui sont déroulés à Donka, qu'il faille poser aux médecins de Donka et pas à vous.
Mais néanmoins, je voudrais savoir si vous avez entendu de façon ordinaire comme tous les Guinéens ou de façon officielle, le fait que le ministre de la Santé d'alors est allé débrancher même les fils qui étaient branchés aux malades qui servaient de perfusion avec des mots déplacés en disant qui vous a autorisé d'aller au stade. Si vous en avez entendu parler, comme tout le monde, comme tout Guinéen, lambda. Oui, j'ai entendu parler de tels propos, j'ai entendu, ça circulait. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est pas parce que j'ai entendu que je peux Oui, confirmer. Tout Voilà, à fait. c'est-à-dire qu'il y a la voix de presse, tout le monde parle. Hein. Vous savez, en Guinée, bon, ça se raconte, Tout mais à je ne fait. peux pas confirmer. Tout à fait. Parce que je n'ai pas vu. Bien. Monsieur le professeur, bien que nous n'étions pas dans un régime normal, nous étions dans un régime militaire, mais il y a eu le carnage, mais cela ne vous a pas empêché de faire votre travail conformément à votre sacerdoce, n'est-ce pas? Absolument. Je pense que le corps médical des Africains devrait vous décerner un prix, un satisfait à ce niveau. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Docteur, oui. Je veux savoir, ce que vous avez reçu, ce sont les corps. Est-ce que le service de la traumatologie d'Ignace Dine n'a pas reçu des blessés graves? À part des corps, est-ce que des blessés graves ont été admis au service traumatologie d'Ignace Dine? Bon, là aussi, je ne pourrais pas confirmer. Tout ce que je peux dire, maintenant, s'il n'y a pas de place à Donka, ou parce que le malade préfère un médecin qui est à Ignace Dine, ce n'est pas exclu. Vous avez siégé dans la commission d'enquête indépendante. Oui. Dans cette commission, il y a eu un communiqué selon lequel tous ceux qui connaissent, tous ceux qui ont été victimes des événements du 28 septembre, les victimes, et tous ceux qui ont perdu des parents et des amis, de se présenter devant cette commission. Est-ce que ces intéressés se sont présentés? Très bonne question. Effectivement, on avait passé un communiqué demandant à toutes les victimes de violences sexuelles de venir près de la commission mise en place au Palais du Peuple pour d'abord se présenter et se faire examiner. Malheureusement, ces victimes ne sont pas présentées. Peut-être parce qu'elles n'ont pas confiance ou pour d'autres raisons, elles ne se sont pas présentées. Et qu'est-ce que nous avions fait à l'époque? Nous avions cherché à rencontrer le président des droits de l'homme à l'époque, Elhadj Thierno Madiou, je crois, qui est décédé, pour solliciter une collaboration avec lui pour que, étant représentant de l'OGDH, pour qu'il essaie de nous mettre en relation avec les victimes. Et nous avons trouvé à ce niveau également, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas reçu. Et c'est pour cette raison que nous avons invité maintenant les médecins, le directeur de l'hôpital Donka, le directeur du service de gynéco de Donka, plus certains responsables des centres de santé, à venir au niveau de la commission. Nous avons travaillé sur la base des dossiers qu'ils nous ont présentés. Ce sont ces résultats-là qui sont contenus dans le rapport d'enquête. OK. Concernant les femmes violées, parce que selon la commission d'enquête internationale, il y a eu 42 femmes violées qui n'ont pas pu identifier leur auteur parce qu'elles étaient évanouies. Ces violées, est-ce que elles ont été admises, une partie des violées ont été admises à l'hôpital Ignace Dine, dont vous avez connaissance? Oui, c'est ça, maître. Encore une fois, lorsque ces victimes-là viennent, elles s'adressent le plus souvent au service de gynécologie.
Et comme ces cas étaient gérés par le professeur Namori et son équipe, nous, ils nous ont donné des informations sur les cas qu'ils ont reçus dans leur service, qu'ils ont gérés avec tous les éléments médicaux y afférents. Donc, on ne l'a pas géré. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres à Ignasdine. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe. Il peut y avoir beaucoup de malades à Donka et qu'on désigne tout de suite un gynéco à Ignasdine pour recevoir le reste des malades et tout ça. Mais ce qui reste clair, c'est qu'on a reçu, en tout cas les médecins ou les chefs de service de poste de santé, Ignasdine Donka et tous qui ont géré ça, ils nous ont envoyé les dossiers. D'accord. Est-ce que vous, en tant que médecin légiste, quand il y a un crime de cette envergure, les services de santé sont réquisitionnés d'office ou pas quand il y a un carnage comme ça? Oui, ils sont réquisitionnés. Donc, dès que vous êtes réquisitionné par l'autorité politique, vous faites votre travail. C'est ça. Mais en dehors de la réquisition, c'est une obligation déontologique pour les médecins. Aucun médecin n'a le droit de rejeter un malade, sous quelque prétexte que ce soit. D'accord. Même si c'est quelqu'un qui a commis un crime, s'il est malade, on doit le soigner. D'accord. C'est une obligation déontologique. Je ne sais pas ce que la loi dit. Oui, c'est une obligation. Voilà, mais nous, on est obligés. D'accord. Et vous avez, dans votre narration des faits, vous avez parlé des corps. Un camion qui contenait 21 corps. Le second camion, 7 corps. 7 corps. Le troisième, 15 corps. Ça fait 43 corps. Est-ce que, lors de l'examen des dossiers devant la commission d'enquête nationale, est-ce que la question avait été posée, comme il y a eu plus de 150 morts, les corps qui ont été restitués, les corps qui ont été enterrés, est-ce qu'on a posé la question où se trouveraient les autres corps, les disparus? Bon, est-ce qu'on a posé la question? C'est sûr qu'on a posé la question. Et est-ce qu'on a obtenu une réponse? Ça, je ne sais pas. Et je vous ai dit qu'au niveau de la commission d'enquête, on était subdivisés. Et commission santé, commission enquête où il y avait un commissaire qui dirigeait et commission juridique, dirigée par le président même qui est un magistrat. Donc, on ne m'a pas parlé de résultats obtenus par rapport à une découverte de fosses communes ou de corps dissimulés et quoi, mais je n'ai pas connaissance. D'accord. Est-ce que vous avez, lors du travail de la commission, vous avez eu connaissance des charniers ou des tombes suspectées? Non. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Bonjour, Monsieur Ba. Bonsoir, Monsieur Maître. Alors, Monsieur Ba. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que votre commission avait l'exclusivité de la gestion des corps? Laquelle commission? La commission au niveau de la commission d'enquête? Non. Ou bien la médecine légale? La médecine légale. Bon, pas l'exclusivité. Vous savez, notre mission était de garder les corps dans les chambres froides. Ça, c'était parce que c'était morgue hospitalière, donc c'est la médecine légale. Bon. Mais c'était aussi de faire l'identification et la description des corps. Oui. Et peut-être entretenir les corps pour ne pas que ces corps se décomposent. Oui. Mais on n'avait pas la totalité de la responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de restituer les corps, ce n'est pas à nous de dire que, bon... non, je veux dire, est-ce que, puisque vous avez été désigné par la commission d'enquête, n'est-ce pas? Est-ce que ça voudrait dire que tout ce qui concerne la réception des corps, c'était vous, votre structure? Non, monsieur, il faut séparer les deux questions. Il y a la mission de la commission d'enquête, d'accord, à laquelle j'ai appartenu. Il y a la mission
du premier responsable de la médecine légale. D'accord. Dans un premier temps, Oui, j'ai allons agi pas à pas. en tant que premier responsable de la médecine légale, ce qui n'avait rien à voir avec la commission d'enquête. En tant que premier responsable de la médecine légale, vous avez été saisi par quelle autorité? Par quelle? Autorité. La hiérarchie militaire, ce qui m'a été dit par le médecin, mon interlocuteur. D'accord. Il n'y avait aucun document. Aucun. Personne n'avait été indiqué pour vous dire que voilà, l'ordre vient de telle autorité militaire exactement, parce qu'il y en avait plusieurs. Non. D'accord. Vous savez déjà que c'était un pouvoir militaire. Quand on vous dit c'est la hiérarchie militaire qui vous instruit de vous occuper d'un corps et de le mettre en chambre froide, D'accord. je pense que D'accord. on va discuter ça. Alors, vous avez reçu plusieurs corps, 58 au total, Oui. et à 22 heures. Était-ce à Ignazdine? C'est bien cela? À Ignazdine. Excusez-moi, reprenez s'il vous plaît. J'ai Les reçu 58 corps Oui. que vous aviez reçus, Oui. est-ce que c'était à Ignazdine, tous ces corps? Non, il y avait 34 à Donka et 24 à Ignastine. C'est bien ça. Ce qui fait 58. D'accord. Donc, que ce soit à Donka, que ce soit à Ignazdine, pour ce qu'il est des corps, c'était sous votre responsabilité. Sous ma responsabilité. D'accord. Les corps que vous avez reçus à 22 heures, c'était à Ignazdine? À 22 heures, c'était à Ignastine. Ignazdine, d'accord. Et dans 3 véhicules militaires, 3 véhicules 3 qui camions. ne sont pas venus au même moment. Il y a eu un premier, un deuxième et un troisième, qui étaient des camions militaires. D'accord. Et est-ce qu'il y avait un membre de la Croix-Rouge Non, parmi eux? non. D'accord. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ah, qu'ils m'ont dit, comme je vous ai dit, maître, j'étais déjà avec des officiers qui sont des médecins. Donc eux, on échangeait, ils m'ont dit, voilà, ce sont les corps, ils sont arrivés, donc occupez-vous des corps. Donc c'est ce que j'ai fait. Ils ne vous ont pas dit d'où ils venaient? Non, ils ne m'ont pas dit, mais non plus, je n'ai pas posé la question. D'accord. Et vous ne vous êtes pas interrogé sur le retard, parce que le carnage c'était entre 11h et 13h, et les corps ont été convoyés à 22h. Vous ne vous êtes pas interrogé? Non, je pense qu'ils étaient stationnés quelque part. Maintenant, je ne sais pas. Mais moi, j'ai reçu les corps, comme je vous ai dit, aux environs de 22 heures. D'accord. Voilà, je suis venu attendre les corps. Est-ce que les jours suivants, vous avez reçu d'autres corps? Les décès hospitaliers seulement, mais pas des corps déposés par des militaires. D'accord. Alors, les militaires qui, selon vous, assuraient la garde des hôpitaux, étaient-ils nombreux? Bon, écoutez, pas beaucoup. Tu peux avoir au niveau de chaque porte 2 à 3 militaires. À Ignasdine, par exemple, il y a deux entrées. Il y a la rentrée qui fait face à la traumatologie, donc il y avait 2. La grande rentrée qui est en fait face à qui a la corniche, tu avais 3 militaires. Et ils étaient coiffés de quel béret? Rouge, vert? Malheureusement, je retiens pas pas ça. prêté attention. D'accord. Alors, à un moment donné, vous avez dit qu'ils obéissaient plus à leur hiérarchie qu'à vous. C'était autour de quoi? C'était dans quel cadre? Ils ont fait quoi? Qu'ils obéissaient plus à leur hiérarchie qu'à vous. Bon, À un moment non. donné, vous avez En fait, parlé ainsi. lorsque tu ne connais pas quelqu'un, c'est très difficile. Si dans le milieu médical, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si je parle, ils vont m'obéir. La plupart, parce qu'ils me connaissent. Et bon, ils respectent aussi la hiérarchie. Donc si je ne suis pas en tenue militaire, les militaires arrivent, ils obéissent à un militaire, peut-être qui est plus gradé. Donc c'est normal. Et c'était autour de quoi, par exemple? Parce que C'est de dire, si par exemple je dis, bon, arrêtez, écoutez. Donc je crois que tout ça, ça rentre dans le cadre d'une collaboration qui est tout à fait normale. D'accord. Vous receviez de la visite de chefs militaires? Oui. Oui, je le recevais, il venait me voir.
dans mon bureau, et je le voyais. Je le voyais, c'est vrai. Et il venait pourquoi? Bon, pour s'enquérir sur l'état des corps, comment ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je dis oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Et est-ce que vous vous rappelez d'une autorité militaire qui est venue vous voir? Comme je vous ai dit, je les connais tous. Okay. Tous les médecins, je les connais. Militaires, je les connais tous. D'accord. Est-ce que vous pourriez fournir leur nom au parquet plus tard, au parquet? Je le ferai. Nous vous comprenons lorsque vous ne prononcez pas de nom ici, pour des questions de sécurité, nous vous comprenons. Mais est-ce qu'au moins vous pourrez livrer leur nom plus tard? Oui, je le ferai. D'accord. Alors, vous apparteniez à la commission d'enquête. Oui. Est-ce que vous aviez reçu les chauffeurs qui ont transporté les corps? Non. Est-ce que vous aviez reçu le général Toto? Toto non, je crois que non, je ne me souviens pas. Mais on a reçu d'autres. Le général Théa, c'est-à-dire ceux qui ont parlé de corps, en fait. Non. Je crois que là-bas, on a reçu le colonel Tcheboro. Je crois qu'on avait reçu le général Toukamana Ntumba. Je crois qu'on les avait reçus. D'accord. Et qu'est-ce que vous retenez de ce que le colonel Tcheboro avait dit? Non, rien de mauvais. Il a donné des explications claires sur les questions qui lui ont été posées. Et il a répondu clairement, sans ambiguïté, avec courtoisie. Et le commandant Toumba? Réciproque, la même chose. Lui, d'ailleurs, c'est un médecin, donc il n'y a pas de problème. Il a bien répondu. D'accord. Ils avaient été... comment ils sont arrivés là? Est-ce que c'est le chef de l'État à l'époque qui appelait pour dire, bon, vous allez recevoir tel ou tel? Ou est-ce que c'est vous qui décidiez qui appelait aujourd'hui ou pas? Oui, je crois qu'on avait planifié ça. On avait planifié ça. C'est le président de notre commission qui avait élaboré un planning de rencontre. Voilà, on les a rencontrés. On a rencontré quelques militaires, on a rencontré aussi des civils. D'accord. Et ça, c'était après le 3 décembre, n'est-ce pas? Après le 3 décembre le 3 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai. La tentative, si on peut le dire comme ça, oui, de coup contre le capitaine Dadis. Oui. C'était après? Oui. Si mes souvenirs sont bons, c'est soit à la veille ou le jour même on a rencontré un d'eux. En réalité, je voudrais savoir si la commission s'est aussi intéressée à lui. D'où l'intérêt de ma question. Au capitaine Dadis. Non, on ne l'a pas rencontré. D'accord. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de 4 camions à un moment donné, puisque vous étiez de la commission? Je n'ai pas honnêtement entendu parler. Moi, je suis toujours focus sur les 3 camions que j'ai vus. Et bon, je n'ai pas entendu parler. D'accord. Lorsque vous entendez, ou vous aviez entendu plus tard parler de fosse commune, quelle a été votre approche? Est-ce que vous vous êtes dit, oui, c'est possible, avec ce que moi j'ai eu à gérer comme corps, ce que j'ai restitué, et ce que j'ai constaté, c'est bien possible qu'il y ait eu des fosses ou en tout cas des corps qui n'ont pas été restitués? Bon, vous savez, le jugement personnel, ce n'est pas ça comme vous l'avez bien rappelé. Je suis là en tant que témoin. Et bon, moi je ne peux pas dire, comme je dis, j'ai entendu comme tout le monde qu'il y a eu des fosses communes. Mais si je n'ai pas d'éléments, si je n'ai pas de preuves, je n'ai pas d'indices qui me permettent de dire quoi que ce soit, c'est très difficile pour moi de m'aventurer sur cette question. Oui, effectivement. En fait, je ne demande pas de confirmer ou d'infirmer, mais je dis
ça c'était à titre d'exemple. Je dis, vous qui avez eu à gérer les corps, qui savez le nombre de corps que vous avez eu à présenter à la commission de restitution et qui avez suivi au niveau de l'esplanade, on a parlé tantôt de 57 pour ce qu'il est de la commission, mais vous, de votre constat, c'est plutôt moins que ça. Et donc, si plus tard, vous entendez parler de corps non restitués, est-ce que vous pouvez dire que oui, effectivement, des corps n'ont pas été restitués? Je ne peux croire qu'à ce que j'ai vu. Si j'étais au stade du 28 septembre, j'ai vu des corps jonchés sur le sol, plusieurs corps, et on me montre maintenant des corps que j'estime ne correspondent pas au nombre de corps que j'ai vus, j'aurais pu vous répondre pour dire oui, je pense qu'il y a eu d'autres corps qui ont pris notre destination. Mais à partir du moment où je n'y étais pas, j'ai été confronté au corps seulement à la morgue. Quand je suis arrivé à Ignace Dine. Je ne peux parler que de ces corps-là. D'accord. Dans la journée du 28, vous étiez à Donka ou à Ignace Dine? Journée du 28, est-ce que je n'étais pas à la maison? Je pense que je ne suis même pas sorti. Je suis sorti seulement le soir, quand on m'a dit de venir. D'accord. Donc le soir, c'était directement à la morgue. À la morgue de Ignace Dine. D'accord. Est-ce que vous avez eu à constater des blessés, que ce soit à Donka, que ce soit à Ignace Dine, le lendemain? En fait, je n'ai vraiment pas été en contact direct avec les blessés. Et je n'ai pas été en contact. Ce que je sais, à un moment donné, à Ignace Dine, j'ai vu le ministre de la Santé faire une tournée dans les salles au service de chirurgie. Je l'ai vu là, et comme j'étais à mon bureau, c'est un peu distant de la chirurgie. Et après, on m'a rapporté que oui, il était venu voir des malades qui sont hospitalisés. Ça, je le sais. Il était venu vers le service de chirurgie viscérale. Merci, M. Ba. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Avec votre permission, M. le Président, j'ai 2 ou 3 questions à poser à M. Ba. Professeur. Oui, maître. J'ai 2 ou 3 questions à poser. Allez-y. Les autorités militaires vous ont déposé les corps. Je veux savoir, vous, en tant que médecin légiste, on vous a déposé ces corps dans le souci de mener des enquêtes ou c'est parce que ils ont pensé que c'est vous qui gérez les morgues et c'est seulement dans les morgues qu'on peut garder ces corps? Bon, je ne sais pas à quoi ils ont pensé pour m'envoyer les corps, mais lorsqu'il y a un décès, pour moi, on l'envoie toujours à la morgue. S'ils ont envoyé les corps à la morgue, c'est d'abord dans l'intention de pouvoir les garder en chambre froide. Ça, pour moi, c'est comme ça que j'ai compris. Et secondairement, comme dans toutes les affaires criminelles, sachant qu'en médecine, il y a un médecin légiste, lorsqu'il y aura déclenchement de la procédure, il sera à même, parce que c'est lui qui sera requis, à faire les autopsies et à envoyer des rapports à la justice. C'est comme ça que ça se passe dans plusieurs cas, à l'occasion des manifestations, même le récent accident de Tombo. On envoie les corps à Ignace Dine et tout de suite, je reçois les réquisitions des procureurs et je fais les rapports, j'envoie au procureur. Même si le ministre de la Santé me demande envoyez-moi un rapport, ils le savent bien, je ne sais pas à eux que j'envoie le rapport, c'est au procureur. Hein? Le cas s'est récemment posé par rapport aux corps qui sont à la morgue. Donc, je pense que leur intention, c'est de dire qu'il y a un service de médecine légale, oui. Ensuite, de dire qu'on va garder les corps à l'hôpital Ignace Dine. Il y a une chambre froide. Donc, pour moi, ce sont les 2 raisons qui les ont amenés à envoyer les corps à la morgue. D'accord. Si vraiment c'était leur souci de peut-être mener les enquêtes
saisir votre service en tant que médecin légiste. Il y a eu plusieurs blessés graves, des cas de viol. Ces blessés aussi n'avaient-ils pas besoin de vos services? Non, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont besoin de voir les médecins traitants, les chirurgiens, les traumatologues, les gynécos pour les soins. Et si, par exemple, secondairement, oui, peut-être, si le juge estime que ces personnes qui sont blessées gardent des séquelles et ces séquelles doivent être évaluées dans le but d'une réparation par le civilement responsable ou par l'État, oui, moi je le verrai en seconde intention. Mais dans un premier temps, c'est de sauver leur vie. Donc c'est les médecins traitants, les chirurgiens, les gynécos, c'est eux qui vont les prendre en charge. Bon. Donc même après leur traitement, parce qu'on a appris que l'État a pris en charge le traitement de plusieurs blessés, est-ce qu'après, on vous a envoyé ces blessés, ces anciens, ceux qui ont bénéficié du traitement de l'État, on les a envoyés pour dire qu'on va quand même évaluer leur... Non, je n'ai pas reçu. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu une procédure d'indemnisation, je n'ai aucune information. Et si cette procédure d'indemnisation a eu lieu, il appartient également au juge de dire que oui, je vais évaluer sur la base je vais indemniser sur la base d'une évaluation qui est correcte, ou bien je vais le faire ex aequo et bono, je donne ce que je veux à qui je veux. Tout ça, c'est la décision du juge. Mais normalement, il faut le faire sur la base d'une évaluation, d'une expertise médico-légale. D'accord. Les corps qui ont été restitués aux parents des victimes, est-ce qu'il y a une documentation pour dire Paul a reçu le corps de telle victime qui est membre de sa famille? Est-ce qu'il y a une documentation? Oui, on les avait fait signer ces documents qui ont tous été remis à la Commission nationale de restitution. C'est-à-dire on avait élaboré des documents, des fiches qui remplissaient, ils signaient, et puis on restituait les corps, et ces dossiers sont gardés par la Commission nationale de restitution des corps. Merci, professeur. Je vous remercie pour le travail bien fait. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les assesseurs. Professeur, bonsoir. Bonsoir, maître. Et voilà, je ne vais pas vous entretenir longtemps. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez été reçu ou la commission d'enquête internationale vous a reçu? Oui, je les ai rencontrés, ils sont venus à mon bureau, on a échangé. Je leur ai expliqué beaucoup de choses que je viens de dire ici. Et je pense que, à mon avis, en tout cas, il n'y avait pas de contradiction majeure par rapport à tout ça. On a échangé. C'était en quelle qualité? Parce que vous aviez les deux qualités en tant que médecin légiste, mais aussi membre de la commission d'enquête nationale. Non, c'était en tant que médecin légiste. D'accord. Pourquoi vous ne vous êtes pas intéressé aux blessés? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas été requis à cet effet? Ou bien c'était un problème de moyens aussi? Bon, m'intéresser aux blessés, comme je vous ai dit, maître, moi je ne suis pas un traumatologue, donc je ne peux pas réparer une fracture. Je ne suis pas chirurgien viscéraliste, même si je fais des autopsies sur les morts. C'est le chirurgien qui répare. Donc, ils ont besoin, dans un premier temps, aux médecins qui vont leur sauver la vie. Ça, c'est clair. Et comme j'ai dit, secondairement, pour les cas de traumatologie, on peut me solliciter pour évaluation des séquelles. Évaluer les séquelles, fixer les indemnités et les préjudices subis pour une réparation. Là, je n'ai pas été requis par rapport à ça, je n'ai pas été sollicité. Et les seules personnes que j'ai vues, c'est que je viens de vous dire, c'est des dames qui sont victimes d'agressions sexuelles et avec beaucoup de lésions et tout ça, qui avaient des problèmes énormes et qui m'ont demandé de leur faire des rapports.
Et je crois que les 2 femmes, en tout cas il y a une qui est partie à Dakar, elle a été prise en charge. Et la seconde, je ne l'ai plus revue. Bien, dernière question. Est-ce qu'on peut dire que les corps qui ont été reçus dans les 2 morgues étaient tous sous votre recommandation et qu'aucun autre corps n'a été déposé sans votre recommandation? Oui, j'étais informé de tous les corps qu'on déposait dans les 2 morgues. Et en plus des 43 corps déposés par les militaires, comme je vous ai dit, il y avait les décès hospitaliers. Et chaque fois qu'il y avait un décès dans un service, le chef de service informait la directrice de CHU d'Onka et elle aussi, à son tour, elle me donnait l'information. Donc on gérait les corps ensemble. On collaborait ensemble. Je vous remercie, professeur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Professeur Ba. Oui, maître. Est-ce que vous confirmez que ce sont des médecins ou des officiers de l'armée qui vous ont donné les corps? Qui était avec moi, c'est un des médecins qui m'a appelé pour venir à la morgue, oui, je confirme. Mais eux, les autres médecins de l'armée, qui étaient, oui, des officiers, parce qu'il y avait des capitaines parmi eux, c'est avec eux que j'étais à la morgue, oui, je confirme ça. Et vous avez reçu des instructions venant d'eux directement? C'est ce que j'ai dit, maître. C'est mon interlocuteur, qui était le médecin chef adjoint des armées à l'époque, qui m'a dit que c'était une instruction de la hiérarchie militaire. C'est comme ça qu'on m'avait dit à l'époque. Ok. Vous avez parlé des inhumations, vous avez parlé de 25 corps qui auraient été inhumés, oui, et que ces corps n'ont pas été identifiés. Pas du tout. Qui a donné l'ordre de ces inhumations? Ben, c'était, vous savez que, comme je dis, il y avait le gouvernement qui était représenté par le ministre, au moins parce que même s'il y avait d'autres ministres, mais je confirme qu'il y avait le ministre de la Ligue islamique. Je confirme également qu'il y avait des officiers de l'armée. Je confirme également qu'il y avait le chef service de santé des armées, qui était un médecin militaire, un officier. Donc tout ceci était là. Donc je pense que l'autorisation a été donnée par le gouvernement, qui était représenté par un ministre de l'État. La restitution des corps également, ça a été donné par la hiérarchie militaire? Non, par la commission de restitution. Il y avait une commission nationale chargée de la restitution des corps. Ok. Avec la permission du président, je vais quand même me permettre de vous lire une disposition du Code de déontologie médicale de 1996. Je vais juste me permettre de lire l'alinéa 2 de cette disposition. On dit que s'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières, on parle du médecin là, qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Donc, c'est quand même le point nodal de cette affaire, qui est que même si vous n'aviez qu'une responsabilité administrative, le Code de déontologie médicale vous obligeait à alerter les autorités judiciaires dans la mesure où vous-même, dans vos explications, vous avez dit ici qu'il y avait des mineurs parmi ces personnes décédées. Très bien, madame. Je crois qu'il faut compléter bien la lecture du Code de déontologie. D'abord, qui n'est pas actuel, parce qu'il y a le plus récent qui est harmonisé par l'OAS. Dans ce Code de déontologie, en ce qui concerne les mineurs, on ne parle pas des cadavres, on parle des personnes vivantes. Mais le médecin, je vais finir. J'ai participé à la rédaction du Code de déontologie harmonisé de l'OAS. Dans le Code, c'est une protection des mineurs. Un mineur qui est victime de sévices, un mineur qui est victime d'agression sexuelle, le médecin examinateur, qu'il soit gynécologue ou pédiatre, il a l'obligation d'informer le procureur. Ça, c'est une disposition qui existe dans le Code de déontologie. Mais on parle des personnes malades. Une personne mineure décédée, je n'ai pas vu cette disposition dans le Code de déontologie. Monsieur professeur Hassan Ba, on ne parle pas des personnes décédées. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'esprit de l'actuel code que vous appelez le code harmonisé, oui, que moi, je n'ai pas véritablement lu
maintenant, avant d'être dans cette salle, que j'ai eu le temps de lire dans le cadre d'autres procédures judiciaires. Je dis simplement qu'un mineur qui est décédé de conditions où on sait que c'est une mort atroce, où on sait qu'il est mort dans des conditions où quelqu'un lui a ôté la vie, dans des circonstances inacceptables, j'estime qu'un code n'a pas besoin de dire qu'il s'agit d'une personne vivante ou d'une personne morte. Voilà. Je pense... Je vais vous compléter pour dire que vous avez raison, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement des mineurs. Lorsqu'on est en face d'un décès, d'un homicide, d'une mort suspecte, qu'il soit mineur, qu'il soit majeur, c'est une obligation d'informer le procureur. Cette disposition, elle existe. Okay. Elle ne s'adresse pas qu'aux mineurs. Mais lorsque vous parlez des mineurs dans le cadre, en tout cas du code de déontologie, je ne connais pas le code pénal, ça s'adresse aux personnes mineures victimes de violences physiques, victimes d'agressions sexuelles. Mais quand il s'agit d'une découverte de corps, qu'il s'agisse des mineurs, qu'il s'agisse des majeurs, c'est une obligation d'informer systématiquement le procureur. Autant que faire se peut, on ne doit pas bouger le corps avant de recevoir l'autorisation de monsieur le procureur. Ok. Professeur Ba, vous avez dit ici que l'exposition des corps, finalement, c'était 27 corps et que vous supposez que, votre mémoire, 2009 à aujourd'hui, c'est beaucoup d'années. Vous supposez qu'il y a peut-être eu 2 restitutions sur ces 27 corps. Oui. Finalement, est-ce que cette exposition n'était pas une farce, finalement? Parce qu'on est venu montrer des images à la télé disant qu'on expose des corps qui ne sont pas identifiables. Bon, maître, là, moi, je ne pourrais pas dire que c'est une farce. Je vais vous dire honnêtement, lorsqu'on avait les 27 corps dans les 2 morgues, et on se demandait qu'est-ce qu'il faut en faire. On n'a pas retrouvé de parents. Les personnes qui sont venues à la recherche de leurs proches disparus ne les ont pas identifiés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était d'organiser une exposition des corps, qu'on procède à ce qu'on appelle la reconnaissance visuelle, qui n'est pas du tout facile, à cause des émotions, à cause de l'état de décomposition des corps, qui n'était pas facile. Donc je pense que il y avait une volonté au moins de restituer ou d'identifier les corps. Il y avait cette volonté. Donc on les a exposés, et malheureusement, c'est à la fin d'ailleurs que je me suis rappelé que j'ai vu 2 corps que je me rappelle même, qui ont été embarqués dans un minibus pour la carrière. C'est pourquoi, parce qu'avec le temps, j'ai oublié. Et donc, on a exposé ces corps, c'était dans le but de restituer. C'était dans le but de restituer, mais les personnes n'ont pas été identifiées. Oui, pas identifiées. Et cette responsabilité incombe à qui? À l'État, pas à moi. Moi, je ne fais que mon travail. On me dit de faire ça. Je sors les corps. On me dit de les assister pour regarder et tout ça. Je les assistais. J'apportais même le soutien psychologique. Je faisais tout ce qui était de mon mieux pour faciliter la restitution des corps. Ok, professeur. Comment expliquer qu'au bout de 5 jours, des corps ne soient pas identifiables? C'est-à-dire quand le 28 septembre et le 2 octobre, date de restitution des corps, comment l'expliquer scientifiquement? Bon, scientifiquement, la putréfaction d'un corps, c'est 36 heures. D'accord? Au 3e jour déjà, il n'est pas dans les conditions d'être conservé, il se décompose. La décomposition va commencer par l'abdomen. Vous savez, dans tout corps humain, il y a ce qu'on appelle... Au bout de 36 heures, vous avez dit? Oui, 36 heures. D'accord. 36 heures, la décomposition des corps commence, s'ils ne sont pas mis dans de bonnes conditions de conservation. Et pourquoi on met les corps dans la chambre froide? C'est pour retarder la putréfaction. Parce que le froid retarde la putréfaction et la chaleur accélère la putréfaction. Donc, c'est pour cette raison que je dis tantôt, si les 11 corps étaient en voie de décomposition, c'est parce qu'ils ont été exposés sous le soleil. Ok, docteur, ça va peut-être être ma dernière question. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y avait urgence, au bout de 5 jours, c'est-à-dire le 2 octobre, à enterrer ces corps sans identification? Est-ce qu'il n'existait pas un autre moyen de garder ces corps, si on avait une certaine volonté d'aboutir à la vérité dans cette affaire, professeur? Bon, oui, mais dans des conditions très difficiles. Lorsqu'un corps est décomposé, il est très difficile de le garder longtemps.
Oui, professeur, vous savez, vous avez dit ici que Oui, la médecine légale est le parent pauvre. Moi, je vous dis que la justice n'a pas de prix, mais elle a un coût. Lorsqu'il existe une once de volonté politique à faire en sorte qu'il y ait une lumière sur cette affaire, on aurait pu attendre un peu et mettre les conditions qu'il fallait. On aurait pu acheter des chambres froides, on aurait pu faire une extension de morgues, acheter des chambres froides et nous donner encore beaucoup plus de moyens pour essayer de... Mais le problème de la putréfaction, c'est que si elle avance, on ne peut plus la ramener en arrière. Ce qu'on peut, c'est de freiner. Ok, ça va peut-être être une autre sous-question. Professeur Ba, ces 25 personnes ont été enterrées dans des conditions, vous dites par le CICR, hein, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il a existé, je ne sais pas, une collaboration entre vous et le ministère de la Santé afin de créer un périmètre autour de l'enterrement de ces personnes-là pour qu'on puisse savoir demain, dans 15 ans, dans 20 ans, à quel endroit elles ont été enterrées? Non, il n'y en a pas eu. Est-ce que cette proposition avait été faite à l'époque? Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, maître, c'est en fait la commission chargée de la restitution qui a géré ça, avec le gouvernement. Ok. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Il n'y a plus de questions. Vous pouvez disposer, professeur. Merci, Monsieur le Président. Cette affaire est renvoyée au 23 janvier 2024 pour la suite des débats. L'audience est levée.